Bonjour à toutes et à tous, ici Gabriel Thériault au micro et bienvenue à cette nouvelle émission d'Histoire de passer le temps. Aujourd'hui, je suis accompagné d'une très belle brochette de chroniqueurs et chroniqueuses. Donc tout d'abord, très beau bonjour à Jérémy Lévesque-Saint-Louis qui s'entretiendra sur l'histoire des charmants arpenteurs. Bonjour Jérémy. Bonjour. En deuxième partie, Vicky Laprade continue sa chronique de la semaine passée sur l'IRA et le nationalisme en Irlande. Bonjour Vicky. Bonjour. Et on en aura aussi à la visite de Sabrina Gaudreau-Drouin, qui sort de ses travaux sur le 19e siècle canadien pour nous parler de quoi exactement? Aujourd'hui, je vais parler de véganisme. Ah ben, c'est super, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Et finalement, à la régie, la maestro Marie-Laurence Roux. Je te laisse la parole. Merci, Gabriel. En fait, aujourd'hui, je vous parle de grève, d'éducation et de rémunération. Je trouve que c'était dans le ton comme sujet, dans le contexte actuel, puisque 35 000 étudiants de 7 régions du Québec étaient en grève cette semaine pour militer en faveur de la rémunération des stages. À l'UQAM aussi, d'ailleurs. Hein? Exactement, oui, c'est ça. L'UQAM en fait partie. Puis, mis à part l'UQAM, on compte aussi l'Université de Montréal, l'Université Concordia, l'Université de Sherbrooke, l'Université du Québec en Outaouais, le Cégep de Victoriaville, le Cégep Marie-Victorin et le Collège Huntsic, donc qui étaient en grève cette semaine. Donc, comme on le sait, certains stages sont rémunérés au Québec, mais d'autres non. Puis, cette inéquité, mais surtout le fait que certains étudiants et certaines étudiantes doivent travailler gratuitement à temps plein à la fin de leur baccalauréat, à la fin de leur baccalauréat en s'endettant, crée un fort sentiment d'injustice et de révolte. On comprend pourquoi. Donc, n'est-ce pas quelle belle façon de valoriser une profession que d'imposer d'entrée de jeu du travail gratuit à temps plein à ses étudiants et à ses étudiantes. Et quel addon que les stages non rémunérés touchent principalement des emplois historiquement occupés par des femmes, comme l'enseignement, le travail social et le travail de soins. Mais bon, tout ça, évidemment, ce sont pas des coïncidences. Une autre chose qui ne semble pas relever de la coïncidence, c'est le fait que le ministre actuel de l'Éducation, Jean-François Roberge, a déclaré que les mesures budgétaires liées aux revendications des étudiants et des étudiantes feraient pas partie du budget, finalement, qui a été dévoilé en date du 21 mars, donc en date d'hier. Ils ont tellement de surplus, en plus, c'est tellement désolant. Hein? Ben oui, exactement. Puis M. Legault a octroyé en masse de sous, justement, aux maternelles 4 ans, mais n'a toujours pas annoncé ce qu'il pourrait ou ce qu'il a l'intention de faire concernant la rémunération des stages. On a hâte de voir, en tout cas. Mais bon, tout ça pour dire que malheureusement, la CAQ n'est pas le premier gouvernement à mépriser froidement les revendications des travailleuses du secteur public qui occupent des professions à majorité féminine. Et ça m'amène à vous parler, en fait, parce que là, on parle d'histoire, hein, je suis dans le présent pas mal, ça m'amène à vous parler de la grève des enseignants et des enseignantes du Québec qui s'est déroulée au début de l'année 1967 et qui a mobilisé des centaines d'instituteurs et d'institutrices au niveau primaire et secondaire à travers la province. Quand même, ouais. Donc, c'est le 13 janvier 1967 que près de 9000 enseignants des écoles catholiques de Montréal ont déclaré cette grève. Le lendemain, donc le 14 janvier 67, les enseignants de toute la province leur ont emboîté le pas. À Montréal seulement, ce sont 217 000 élèves du primaire et du secondaire qui ont été privés de leurs cours pendant plus d'un mois quand même, dans le cadre de ce mouvement de grève. Les revendications des enseignants et des enseignantes s'inscrivaient dans le cadre du renouvellement imminent de leur convention collective et touchaient notamment la question de la rémunération, plus spécifiquement les questions de l'égalité salariale entre les enseignants et les enseignantes et entre les enseignants des différentes régions du Québec, puisqu'il existait en 1967 un déséquilibre entre la rémunération des hommes et des femmes qui exerçaient cette profession et entre le salaire des enseignants de différentes régions du Québec. Donc, c'est le gouvernement de l'Union nationale, pas particulièrement connu pour sa sympathie envers les syndicats, dirigé par Daniel Johnson, qui était au pouvoir au Québec à ce moment-là. Malheureusement, ça ne faisait pas trop leur affaire que les enseignants dérangent le bon fonctionnement des écoles. À l'Assemblée nationale, à ce moment-là, cette question a occupé beaucoup de place et a dérangé le premier ministre Daniel Johnson, justement. Dans les débats en chambre, Johnson met l'accent sur le fait que les enseignants n'ont pas la légitimité de faire passer leurs revendications salariales et l'exercice de leur droit de grève avant la réussite de leurs élèves qui sont privés d'école à ce moment-là. En date du 26 janvier 1967, Daniel Johnson déclare à l'Assemblée nationale, je le cite, « L'abus d'un droit, c'est toujours là que ça mène, surtout quand on l'exerce abusivement. En faisant souffrir ou en faisant porter le poids à des enfants, c'est clair,
C'est clair, l'attitude du gouvernement du parti est claire. Nous sommes en faveur de ce droit. Nous l'avons exprimé en Chambre. Nous avons eu l'occasion de laisser les personnes concernées exercer ce droit dans le secteur hospitalier et dans le secteur de l'enseignement, mais il nous faut trouver un mécanisme qui mettra fin à cette situation si les instituteurs, comme dans le cas présent, ne comprennent pas qu'il vaut mieux reculer sur une position soi-disant de principe que de faire échouer une année à des enfants. Fin de la citation. J'ai entendu ça en 2012. Ça sonne des cloches, hein? Donc, c'est sur la base du principe du droit de l'enfant à l'éducation que le gouvernement de l'Union nationale, en 1967, s'est opposé de façon virulente à cette grève, malgré le fait que les enseignants et les enseignantes, de même que tous les travailleurs de la fonction publique d'ailleurs, avaient acquis le droit de grève en 1965. Donc, comment le gouvernement a réussi à mettre fin à cette grève totalement légale, selon vous? Avec une loi spéciale. Bravo! Ça veut dire que ça sonne des cloches, hein? Donc, effectivement, c'est par le moyen d'une loi spéciale que le gouvernement a forcé le retour au travail des enseignants et des enseignantes en grève. Le gouvernement unioniste a fait adopter le 17 février 67 la loi 25, le Bill 25, qui ordonne le retour au travail des enseignantes en grève et qui institue un nouveau régime de négociation des conventions collectives. Donc, la loi 25 a aussi pour effet de prolonger certaines conventions collectives déjà issues jusqu'en juin 1968 et d'annuler le droit de grève des enseignants jusqu'à cette date, ce qui a évidemment suscité des vives réactions dans le milieu de l'éducation à ce moment-là. Les négociations qui se sont échelonnées ensuite entre 68 et 69 ont quand même mené à l'adoption de la parité salariale entre instituteurs et institutrices, ce qui est quand même un gain considérable pour les enseignantes qui se sont mobilisées dans le cadre de cette grève. Entièrement d'accord. Ben, merci beaucoup, Marie-Laurence. Puis sans plus tarder, je vais laisser la parole à Jérémy avec son sujet de prédilection, les arpenteurs. Oui, merci. Alors, aujourd'hui, ma chronique va se diviser en deux volets. D'abord, je vais présenter en fait l'arpentage en Antiquité, parce que ça existait à cette époque-là, notamment sous l'Empire romain. Et ensuite, je vais faire la transition à l'époque coloniale au Canada. Mm-hmm. Alors, sans plus tarder... Donc, la pratique de l'arpentage, qui grossièrement consiste à mesurer et diviser le sol, remonte jusqu'à l'Antiquité. En effet, plusieurs peuples tels que les Grecs, les Étrusques, les Romains, comme j'ai dit, et les Égyptiens en ont laissé des traces. Par exemple, les Égyptiens, mesuraient l'aire agricole sur les pourtours du Nil et marquaient ces espaces-là avec des bornes. Et donc, après les grandes crues, ils devaient remesurer ces découpages-là parce que la montée de la mer. Finalement, ils ne laissaient pas si de traces que ça, les Égyptiens. Ils essayaient en tout cas de laisser des traces. All et puis, donc, la crue du Nil effaçait ces divisions-là et donc ils devaient mettre des bornes pour refaire ces découpages. Donc, c'est une pratique qui est très ancienne. Alors, de l'autre côté de la Méditerranée, les Romains sont ceux qui ont laissé le plus grand nombre de traces de cette pratique. En effet, les arpenteurs romains, qui étaient appelés les agrimensores, qui pourraient se traduire grossièrement par mesureurs de terre, ou les grammatici en latin, du nom d'un des instruments qu'ils utilisaient, qui s'appelait la gramma, suivaient une formation théorique en mathématiques et une formation pratique sur le terrain pour apprendre à bien utiliser leurs instruments. Donc, c'était vraiment une pratique qui était encadrée. Ils puisaient leur savoir dans un corpus assez important de traités et de manuels. D'ailleurs, c'est pour cette raison-là qu'on connaît l'arpentage romain, donc ça nous est parvenu. En bref, leur pratique, donc, était encadrée par des normes assez précises et elle devait répondre à certains standards. Alors, quelle était cette technique romaine de l'arpentage? Donc, en termes mathématiques, les arpenteurs utilisaient des formes de trigonométrie de base, comme le théorème de Pythagore, par exemple, pour tracer des lignes perpendiculaires et rapporter les angles, et mesurer, évidemment, des triangles. Il y a donc une influence grecque assez importante, notamment dans les mathématiques. Sur le terrain, ils devaient posséder et utiliser des notions d'astronomie pour déterminer leur position par rapport aux étoiles ou encore observer la course du soleil pour tracer une ligne droite qui servait ensuite de référence pour leurs mesures. Alors, en termes d'outils, d'instruments, ils utilisaient des instruments qui étaient assez simples, mais qui pouvaient quand même être précis. Donc, parmi ceux-ci, je vais juste en décrire un, en fait, rapidement. On peut mentionner la gramma, d'où le nom que j'ai souligné. Tu l'as pas apporté, hein? Non, je l'ai pas apporté, j'en ai pas trouvé. OK. Alors, la gramma, qu'est-ce que c'était? C'était une perche assez haute, ça pouvait faire 8 pieds, 10 pieds, avec une croix, donc un X placé à l'horizontale au sommet. Et sur cette croix-là, on attachait des cordes, 2 cordes en fait, 2 cordes sur chaque partie de la croix.
Et celle-ci, sur celle-ci, on attachait un poids en plomb. Donc, avec la gravité, ça permettait d'avoir des cordes qui étaient droites, qui étaient au niveau. Ensuite, essentiellement, ce qu'on faisait, c'est que l'arpenteur allait faire une visée à partir de 2 cordes. Et cette visée-là allait lui permettre de déterminer un point droit. Et donc, il y avait un autre arpenteur ou un assistant qui allait prendre une perche et qui allait s'enligner finalement avec la visée faite avec les cordes grâce à l'agrement. Donc, on pouvait aller chercher une ligne droite. Après ça, il suffisait de faire la mesure de la distance. Et donc, vu que c'était un X, l'arpenteur allait ensuite faire une mesure de la même façon, mais avec une autre ligne. Et donc, en procédant de la même façon, il arrivait à faire des lignes perpendiculaires et ensuite à déterminer un angle droit, ce qui leur permettait de faire des carrés. Essentiellement. On pouvait utiliser d'autres outils et également on pouvait faire des mesures au niveau grâce à un certain système avec de l'eau. Alors, voilà comment il fonctionnait essentiellement sur le terrain. Alors, quelle était la fonction de l'arpentage, au-delà de la mesure des terres, afin de mieux partager le sol, dans quel phénomène ou dynamique s'inscrit cet arpentage-là? En fait, c'est une pratique qui est étroitement liée à l'expansion coloniale, et je vais mettre l'emphase là-dessus pour le reste de ma chronique, qui est un phénomène qui est souvent lié aux empires. Je rappelle que ce que je viens de parler, ça se passait pendant la période impériale romaine. Ça peut gagner des territoires tout le temps, il fallait les mesurer, les compter, etc. Oui, à mesure qu'on a une expansion, donc d'un État, on doit aménager, organiser des nouveaux territoires. Par exemple, pendant cette période-là, les Romains ont fondé beaucoup de colonies sur les pourtours de la Méditerranée. Donc, les arpenteurs procédaient dans un premier temps à mesurer la zone urbaine des nouvelles colonies, qui avait d'ailleurs un schéma, un modèle de base. Il y avait des mesures standardisées pour chaque nouvelle colonie, notamment pour pouvoir placer les bâtiments publics. Ensuite, ces arpenteurs-là allaient procéder à la mesure des terres cultivables. Et puis, souvent, pendant l'Empire romain, les terres cultivables des nouvelles colonies étaient octroyées à des militaires qui étaient démobilisés, donc on leur donnait des terrains. Voilà. Donc, on utilisait le mode, souvent, pas uniquement, mais souvent, on utilisait un mode de division des terres qui s'appelle la centurie. Il s'agit d'une division en damier constituée de carrés d'environ 700 mètres de côté qui nécessite des tracés géométriques de base, comme j'ai expliqué, donc soit la ligne droite et l'angle droit. Pour décrire ce phénomène, le professeur Jean-Yves Guillaumin parle d'une mathématisation des campagnes. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de l'exprimer. C'est exactement ça. Donc, on prend un espace agricole en campagne et on doit le mathématiser pour l'organiser et le diviser. Il souligne que si le système de la centuriation a séduit les Romains dès une époque ancienne, ce n'est pas seulement à cause de la commodité avec laquelle il permettait de procéder à l'arpentage de vastes territoires, c'est aussi parce qu'une pratique impérialiste était, grâce à ce système, aisément déguisée en divine géométrisation du sol. C'est-à-dire que, on utilisait comme argument que, leur système était meilleur parce qu'il reposait sur des mathématiques, des connaissances scientifiques, si on veut. Rationnel. Oui. Exactement, rationnel. C'est aussi une caractéristique de l'Empire romain, mais également parce qu'il y avait un aspect divin derrière ces calculs-là. Les Grecs, les penseurs grecs mélangeaient souvent la recherche, si on peut dire ainsi, en mathématiques et des réflexions d'ordre plus divine. Alors, notamment, par exemple, le carré était considéré comme la forme la plus pure et la plus proche du divin. Alors, c'est en partie pour ça aussi que les centuries étaient divisées en damiers. D'accord. Alors voilà, pour l'Empire romain, on voit que c'était quand même bien organisé. C'était assez standardisé. Là, faisons un saut d'environ 1500 ans en Europe moderne, donc, en Occident. Les techniques, essentiellement, sont restées similaires, bien qu'elles aient évolué à certains degrés, en Europe moderne. De façon générale, on utilisait donc les mêmes bases, c'est-à-dire des calculs de trigonométrie, ce que j'ai déjà expliqué, et on utilisait des outils finalement qui avaient un peu la même fonction. Par contre, ces outils-là étaient plus précis, ils étaient en métal, on utilisait d'autres façons pour obtenir nos niveaux, et donc c'était quand même plus précis. Si on fait un saut en Nouvelle-France, maintenant, ces notions-là, les mêmes genres de notions que sous l'Empire romain, elles étaient enseignées au Collège des Jésuites à Québec. À Québec, donc en Nouvelle-France. Et même après la conquête anglaise, c'est toujours là qu'on a formé les arpenteurs.
Donc, j'ai dit que les instruments s'amélioraient, devenaient plus précis. Donc, on n'utilise plus la groma, que j'ai expliqué, mais donc des instruments de mesure faits en métal. Par exemple, le théodolite, qui est une lunette montée sur les deux axes vertical et horizontal. Chacun des axes, donc qui bouge, est équipé d'un cercle gradué permettant la lecture des angles. Donc, ça facilitait déjà la mesure. Et on s'entend, des cordes avec des poids, ça peut donner une ligne droite, effectivement, ça peut aider à faire une visée, mais c'est pas idéal, surtout quand ils vantent. Ouais. Ce qui est d'ailleurs un problème qui est mentionné dans les sources romaines. Alors, maintenant, si je continue en Nouvelle-France, c'est donc un phénomène qui est relié à l'impérialisme, à l'expansion, comme j'ai dit. Donc, la Nouvelle-France, à mesure que le territoire était agrandi, à mesure qu'on faisait reculer l'écoumène, le front pionnier, les arpenteurs devaient venir mesurer des nouveaux espaces pour mettre des agriculteurs, mettre des populations, mais également pour observer le type de ressources qui étaient disponibles dans ces terres-là. Bois, minéraux, etc. Alors, on le sait, au Canada, l'environnement peut être assez hostile. Oui, quand même. Alors, j'ai une petite anecdote que je vais vous souligner par rapport aux difficultés du travail d'arpentage. Et donc, on a un personnage qui est un arpenteur qui s'appelle Théodore de Pincier, qui écrit à l'arpenteur général et qui lui dit « Après avoir rentré dans le bois le jour que ma dernière lettre mentionne, j'ai tiré la ligne seigneuriale du côté nord-est jusqu'à la 7e concession. J'ai tiré les 9 lots lors de cette concession. » Il affirme ensuite qu'il dut envoyer un certain Jean-Baptiste Boucher de Saint-Vincent, qui avait l'épaule fracassée, chercher des vivres et que sur le chemin du retour, celui-ci tomba en revenant avec sa charge et se fit une blessure au bas-ventre. Il affirme ensuite qu'après avoir monté la ligne seigneuriale du côté sud-ouest, un autre assistant, Joseph Desnoyers, s'est coupé la main en tombant et que le lendemain, le vieux Noël Simon, le meilleur homme que l'on puisse avoir pour le service, tremblait de fièvre et qu'il n'était pas en mesure de travailler. On comprend donc que c'est un métier assez rude, même si ce personnage est quand même reconnu pour être un plébéiard. C'est un métier qui est pas syndiqué. Non, c'était pas syndiqué. Et donc, rapidement, pour terminer, à l'Empire britannique, c'est la même chose. C'est un trait de l'expansionnisme. On implante les cantons, contrairement au régime, pour entourer, si on veut, le régime seigneurial. Ouais. Et donc, ça participe à l'appropriation de l'espace par l'Empire britannique. Et quand on va ouvrir le Haut-Canada, c'est la même chose. Les arpenteurs doivent ouvrir le terrain pour la colonisation dans ce qui va devenir l'Ontario. Et il me reste quoi, 1 minute? Bon, tu peux continuer. Ouais. Ah, d'accord. Alors, c'était sous l'Empire britannique, c'était très codifié. Les arpenteurs devaient écrire des rapports précis. Il y avait des modèles. On devait les archiver à plusieurs endroits. Si on ne faisait pas ces rapports-là, on avait des amendes. Donc, c'était très sévère parce que, c'était un outil légal de l'État. Donc, ça doit être fait selon des normes. Et c'était aussi pour protéger la propriété privée. Parce que si les terres sont bien mesurées, ça assure le respect de la propriété des individus. Ça évite les litiges fonciers, si on peut dire. Les arpenteurs, d'ailleurs, pour illustrer ça, devaient prêter un serment. C'est quand même assez important. Oui. Donc, je vais vous lire le serment qu'on devait prêter pour ce métier-là. Je vais terminer avec ça. Alors, on souligne que tous ceux qui ont été trouvés capables d'être nommés arpenteurs prendront le serment qui suit devant les juges des cours de plaidoirie communs de Sa Majesté du district pour lesquels ils seront commissionnés pour travailler. Alors le serment va comme suit. Je jure solennellement que je m'acquitterai dûment et fidèlement de mes devoirs comme arpenteur, conformément à la loi, sans faveur, affection ou pénalité, aussi souvent que je serai requis par une ou plusieurs parties ou par ordre de toute cour sans délai, à moins que quelques obstacles légitimes, genre une blessure au bas-ventre, ne m'en empêchent immédiatement, et que je me remplirai fidèlement à la couronne de mon devoir, tant envers les parties requérantes que sur les ordres des cours ci-dessus mentionnés. Et même les assistants, qui n'étaient pas des arpenteurs, devaient eux aussi prêter serment. C'est donc une pratique très codifiée, je pourrais même dire ritualisée. En tout cas, j'espère que ces serments-là sont aussi prononcés avec fougue, là, comme tu l'as fait. J'espère, sinon c'est un métier important. C'était triste. Ouais. Alors voilà. Ah ben merci beaucoup Jérémy. En tout cas, c'est toujours intéressant t'avoir au micro d'Histoire de passer le temps. Mais ça maintenant, on va aller en musique avec Marie-Laurence. Donc, qu'est-ce qu'on écoute? On écoute, Random Recipe avec la chanson Something on My Mind. Yo, cause I got something on my mind. And it's burning my lips.
And I'm trying to find the perfect way. Slowly taking sips to express my shit. Cause I got something on my mind. I can't say. And it's burning my lips. And I'm trying to find the perfect way. Slowly taking sips to express my shit. Like a bottle of wine, red or white. Make my knees with my soul, I mean I can't fight. Red tingling on my cheeks as you cross my side. Sober up the flames and kiss me right. You might know this already and that's alright. Yo, jumping on my heart makes me feel so light. Yo, running through my mind day and night. Please tell me if there's a way you and me might. You got me spinning around and that's okay. Who knew somebody could use the charm that way? Inside of me I'm so hyper but I like polite. Please tell me if there's a way you and me might. Cause I got something on my mind. I can't say. And it's burning my lips. I must admit. And I'm trying to find the perfect way. Slowly taking sips to express my shit. Cause I got something on my mind. I can't say. And it's burning my lips. I must admit. And I'm trying to find the perfect way. Slowly taking sips to express my shit. Shooting right and left, yeah, all around. Knees to the floor, right to the ground. Please, just kiss me one more time. Come a little close, I could give you a kiss. Starting with your chick, cause that's the first on my list. Okay, now I'm getting sweaty and I'm blushing alright. Oh, walk away, Papa, don't leave my side. Yes, no, baby's what I read from your smile. But rock, paper, scissors is way more my style. Please don't tell me to go fly a kite. Just tell me if there's a way you and me might. Cause I got something on my mind. And it's burning my lips. And I'm trying to find the perfect way. Slowly taking sips to express my shit. Cause I got something on my mind. I can't say. And it's burning my lips. And I'm trying to find. Bon retour à Histoire de passer le temps, toujours Gabriel Thériault au micro et je laisse maintenant la parole à Vicky Laprade dont la semaine dernière tu nous avais laissé sur la fin de la guerre d'indépendance en Irlande et la division entre les gens qu'on dit les pro-traités et les anti-traités, c'est bien ça? Oui, exactement. Alors on va repartir en fait en 1921 pour vous remettre dans le bain. Alors on vient tout juste de signer le traité, puis le traité grosso modo ce qu'il fait, c'est que l'Irlande du Sud va devenir un dominion qui porterait le titre d'État libre d'Irlande. Mm-hmm. Ça permettrait également une plus grande autonomie dans plusieurs domaines, dont le militaire et le douanier. En contrepartie, les membres du gouvernement de l'État libre vont devoir prêter serment d'allégeance à la couronne anglaise. C'est pas mal populaire, les serments. Hein? Ouais. Il y a également un représentant du roi qui va devoir vivre à Dublin. Donc, à quelques exceptions près, la situation est copiée sur le Canada. Ça ressemble beaucoup à la Dominion of Canada. Là. Exactement. Alors, l'Irlande du Nord avait quant à elle le choix d'intégrer l'État libre d'Irlande par référendum ou de demeurer dans l'Empire tout en ayant un gouvernement et une autonomie partielle. Mm-hmm. Alors, la signature de ce traité va plonger donc l'Irlande dans une nouvelle guerre, mais cette fois civile. Cette dispute va évidemment s'étendre au rang de l'IRA et du côté des pro-traités. On retrouve Michael Collins et beaucoup de républicains nationalistes qui ont déjà combattu en 1916 pendant la guerre d'indépendance, puis là sont fatigués de combattre, ainsi que des membres de l'IRA, ainsi qu'une partie de la population. Alors, pour les républicains pro-traités, ce traité-là n'est pas une finalité, mais plutôt une autre étape vers l'indépendance à laquelle ils aspirent. Et les ex-membres de l'IRA, qui sont pro-traités, ça va être mêlant, le pro-traité, anti-traité, tout le long, vont former la Free State Army et sont prêts à défendre ce traité. Mm-hmm. Alors, de leur côté, les anti-traités, qui sont également composés d'une partie des membres de l'IRA, vont de nouveau envisager le recours à la force et à la violence pour obtenir l'indépendance. La différence, cette fois, c'est que leur attaque vise ceux que De Valera qualifiait de traîtres, c'est-à-dire les pro-traités, et non plus l'ennemi héréditaire qui était l'Angleterre, Alors, leur but est, et je les cite, de sauvegarder l'honneur et maintenir l'indépendance de la République irlandaise. C'est-à-dire que leur objectif est d'atteindre et sera atteint en fait seulement quand la République d'Irlande, telle qu'elle a été proclamée en 1916, va être établie en Irlande. Mm-hmm. La guerre civile débute donc en avril 1922 quand l'IRA va prendre d'assaut le Fort Court de Dublin. Puis le conflit va dégénérer peu de temps après quand un membre pro-traité va être assassiné par 2 extrémistes nationalistes à Londres. À partir de ce moment-là, ça va seulement prendre 8 jours pour sortir les insurgés du Fort Court.
Et de ces insurgés, la petite anecdote, il y a toutes sortes de gens, dont le futur premier ministre d'Irlande, Sean Lemass, mais il y a aussi le fondateur d'Amnesty International et futur lauréat du prix Nobel de la paix, Sean McBride. Donc avant la paix, c'est la guerre finalement. Ben oui, totalement. Alors la guerre civile va durer à peu près 3 ans. Et lorsque la guerre prend fin, les 2 leaders pro-traités sont décédés, ainsi que le commandant général de l'IRA. C'est d'ailleurs cet événement-là qui va pousser les forces anti-traitées à déposer les armes. Au terme de la guerre, il va y avoir eu plus d'1 millier de morts et presque le double de blessés. Puis ça, c'est sans compter les villes et les villages partiellement détruits, puis toutes les personnes qui se sont retrouvées à la rue. Donc, c'est une guerre qui a eu beaucoup de conséquences et peu de résultats. L'historien Pierre Johanan l'a décrit comme suit, puis je trouvais que c'était très bien décrit. Ouais. Lapsus. Alors, la guerre, c'était avant tout le heurt de 2 tempéraments, le violent et le modéré, le mystique et le politique, l'idéaliste et le réaliste. Donc, c'était vraiment pas un affrontement de classe, là, c'était vraiment un affrontement d'idéologie. Alors, entre 1923 et 1940, comme l'IRA n'a toujours pas atteint son but de république, elle va demeurer active, quoique beaucoup plus discrètement. Notamment, parce que ses forces ont été grandement réduites, mais aussi parce que la situation a changé et la population est tannée des conflits. Elle veut la paix. Alors, durant la guerre, la situation de l'Irlande du Nord est devenue secondaire, ce qui lui a permis de se stabiliser d'une certaine façon. C'est-à-dire que les Irlandais du Nord ont refusé de rejoindre l'État libre et ils ont leur propre parlement depuis 1919. D'ailleurs, en 1925, on fixait officiellement les frontières des 2 Irlandes. Ce sont encore les mêmes frontières aujourd'hui. Donc, l'Irlande du Nord est composée de 6 comtés, dont 2 comtés majoritairement catholiques, ce qui va plus tard causer des problèmes. Alors, durant cette période, l'IRA va surtout chercher. Ses membres sont divisés sur plusieurs questions. On se demande notamment si l'IRA devrait pas avoir des buts politiques, si elle devrait seulement être militaire, qu'est-ce qu'elle doit faire. Donc, c'est également... puis l'IRA va également être visée par des lois qui vont la rendre illégale pendant quelques années. Puisque, comme je le disais, la situation a changé, on veut la paix et l'IRA, c'est une ombre sur cette paix. Toutefois, vous vous souvenez, je vous ai mentionné que des ex-membres de l'IRA pro-traités avaient formé la Free State Army dans les années 1920. Ce groupe-là aussi va se réformer et il va joindre d'autres gens pour former les gens qu'on appelle les chemises bleues. Ça vous dit? Les chemises bleues, ça, c'est des groupes fascistes, c'est ça? Oui, ça ressemble à ça. C'est vraiment des groupes de droite. C'est un groupe de droite qui sont créés pour s'opposer à l'IRA, mais aussi pour combattre le communisme en Irlande. Puis cette nouvelle organisation-là va, entre guillemets, donner du travail à l'IRA pendant les années 30, puisque l'IRA va combattre les chemises bleues. Alors, le gouvernement va avoir tendance à lever les yeux sur ces affrontements, puisque, comme je le disais, les chemises bleues, ça fait leur affaire un petit peu. Ouais, ça fait leur affaire. Les chemises bleues, c'est vraiment une nuisance politique. Puis on va même lever les lois qui plaçaient l'IRA dans une situation d'illégalité, mais ça va être très temporaire comme répit. En 1936, l'IRA est officiellement visée par une nouvelle loi, et cette fois, elle est déclarée association illégale. Alors, on comprend que l'existence de l'IRA est remise en question, non seulement par ses membres, mais par la population et le gouvernement, puis elle dérange beaucoup. Et en 1937, lorsque le gouvernement de Valera va proposer une nouvelle constitution qui fait de l'Irlande un État indépendant et démocratique, les membres les plus extrémistes de l'IRA vont décider de recentrer leurs forces et directement s'impliquer dans le conflit nord-irlandais et la question de la partition, qui jusqu'ici avait été plus ou moins délaissée, là. Alors l'IRA va entre autres déplacer la guerre aux frontières britanniques et va déclarer la guerre aux Britanniques. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là, oui, ils sont pas très nombreux. C'est vraiment à partir de ce moment-là que naît le spectre de l'IRA terroriste tel qu'on le connaît aujourd'hui. En 1939, par exemple, l'explosion prématurée d'une bombe va faire 5 morts et 70 blessés. Puis on va commencer à prendre la situation très au sérieux et les autorités anglaises, tout comme les autorités irlandaises, vont sérieusement agir. Puis ils vont répresser l'IRA, au point où, durant la Deuxième Guerre mondiale, l'IRA est tellement répressée qu'elle disparaît presque complètement. On pense en fait qu'elle n'existe plus. Mais c'est faux. En 1949, elle renaît et son objectif est transformé. On veut maintenant régler le problème de la partition de l'île. Alors l'IRA va déplacer toutes ses forces aux frontières avec le Nord et va cesser les actions militaires qui sont entreprises dans le Sud. Ce qui nous amène à la période de 1950. Donc, durant la décennie 1950, l'IRA va se préparer à accomplir son nouvel objectif et ses membres vont acquérir des centaines d'armes par toutes sortes de moyens allant à l'achat d'armes illégales jusqu'à des raids de dépôts d'armes militaires. Puis en 1956, c'est 150 hommes qui vont attaquer simultanément plusieurs cibles, aussi variées que des bâtiments de l'armée, des ponts, mais aussi les émetteurs de la BBC en Irlande du Nord,
Puis comme le souligne l'historienne Agnès Mayo, c'est le début d'une lutte pour l'établissement d'une république indépendante, unie et démocratique. Puis ces attaques à la frontière irlandaise vont être de courte durée, puisque les deux gouvernements là sont quand même assez tannés. Puis ils vont décider de réagir très rapidement en réintroduisant l'internement sans jugement. Et ils vont aussi s'attaquer aux cellules qui sont liées à l'IRA. Donc, à la fin des années 50, l'organisation est à court de munitions, elle a plus beaucoup d'armes, elle a très peu de fonds aussi, elle a pas d'argent donc pour poursuivre sa lutte. Puis elle va tenter là, une dernière insurrection en 1961, ça fonctionnera pas non plus, ça va se finir par 22 hommes arrêtés et condamnés devant les tribunaux militaires. Alors, l'IRA va réellement réapparaître à la fin des années 60, en 1969, quand les catholiques du Nord vont appeler à l'aide. Alors cet événement se produit dans le cadre de la période qu'on surnomme les Troubles, qui dure de 1960 à 1990. Alors tout à l'heure, je mentionnais qu'il y avait 2 comtés majoritairement catholiques qui ont été avec l'Irlande du Nord, en fait. Puis, durant ces années, en Irlande du Nord, ça va être marqué par une série d'affrontements entre les catholiques et les protestants ultra-loyaux d'Irlande du Nord. Cette situation est le résultat d'une marginalisation des catholiques qui souffraient d'inégalités sociales et revendiquaient des réformes par le biais d'associations pour les droits civiques, comme la NICRA, Northern Ireland Civil Rights Association, qui grosso modo le copié sur le mouvement noir aux États-Unis. Puis les conflits vont énormément dégénérer jusqu'à ce que, en 1969, les catholiques qui sont confinés dans des ghettos et qui se sentent lésés par le gouvernement, mais également par les forces militaires qui exercent une violence exagérée sur eux, vont se tourner vers l'IRA pour obtenir de l'aide. Or, à la suite d'une conférence à Dublin, l'IRA a de nouveau fait face à une scission. Et cette scission va donner lieu à 2 groupes, les officiels et les provisoires. Et bien que les 2 factions soient attachées à une république irlandaise socialiste unie, les officiels visent sur des moyens parlementaires et pacifiques, alors que les provisoires visent encore la violence et plus particulièrement le terrorisme comme moyen d'action. Donc la décennie 1970, ça va être des attaques répétées à la bombe, des assassinats, des voitures piégées, d'où le fameux Irish Car Bomb. Si jamais vous commandez ce shooter-là, vous saurez maintenant que ça a un nom douteux. Ah d'accord, c'est comme un cocktail Molotov. Puis, ouais. Okay, bon. Et aussi des embuscades, donc toutes sortes là d'attaques terroristes. Puis en 1972 va avoir lieu le fameux Bloody Sunday. Oui. C'est celui qui est chanté par U2, là. Ouais, exactement. 13 manifestants catholiques vont décéder, ce qui va renforcer énormément la sympathie des catholiques à l'égard de l'IRA, qui dès 1973 va étendre ses cibles et créer un climat de terreur, non seulement en Irlande, mais aussi en Angleterre et en Europe continentale. On juge là qu'entre 1969 et 1994, l'IRA a causé la mort de plus de 1800 personnes, dont pas loin de 600 civils. Quand même assez impressionnant comme chiffre, là. Vraiment, c'est beaucoup. Puis l'IRA va connaître des hauts et des bas tout au long de cette période-là. Alors, à certains moments, elle va être gonflée par le soutien populaire, mais à d'autres moments, elle va aussi être désavouée. Puis éventuellement, à la fin des années 70, l'IRA va se séparer en petits groupes individuels pour toutes sortes de raisons que j'expliquerai pas aujourd'hui. Mais ça marque pas sa fin, là, ça signifie juste qu'elle continue d'exister et d'agir à plus petite échelle. Toutefois, l'idée est encore là, justement. Là. Oui, totalement. Là. Puis en fait, elle le fait surtout pour se protéger des autorités, donc c'est plus facile de se cacher quand on agit en petit groupe. Alors l'IRA, à ce moment-là, bénéficie d'un soutien financier qui est très, très important, probablement le plus important de son existence, dont une grande partie provient de la diaspora irlandaise qui vit ici en Amérique du Nord, mais aussi par d'autres moyens illégaux, là, dont du racket et ils chargent les gens pour les protéger, etc. OK, ouais. Donc, ils vont se procurer beaucoup d'armes via des deals internationaux, par exemple avec la Libye, qui va leur fournir énormément de fusils. Puis la fin, quand on arrive aux années 80, l'IRA va reconsidérer son rôle. Alors l'aspect politique de la lutte va devenir de plus en plus important et va prendre le pas sur celui militaire. Puis on va tenter de mettre fin à la lutte armée, ce qui va mener au cessez-le-feu de 1994. Mais la population et les opposants politiques demandent davantage qu'un cessez-le-feu. On veut vraiment le désarmement et la dissolution de l'IRA. Puis ce cessez-le-feu va être de courte durée, puisque en 1996, l'IRA va encore poser une bombe et il va y avoir 2 morts. Donc, ça va ramener les débats et les questionnements sur l'existence de l'IRA. Et enfin, à l'été 1996, l'IRA va accepter de se démanteler et faire un cessez-le-feu.
Ça veut pas dire, encore une fois, qu'elle cesse d'exister. Puis, en 1998, il va y avoir l'accord du Vendredi Saint. Puis, lorsque c'est signé, ça va vraiment marquer la fin des 30 années de conflit en Irlande du Nord. Et ça marque aussi un petit peu la fin là, de l'utilité de l'IRA, puisque les gens sont en paix maintenant. Sauf que l'IRA ne se plie pas complètement au démantèlement et conserve un certain arsenal. Il va falloir attendre jusqu'en juillet 2005, donc à peu près de 90 ans d'existence, pour que l'IRA annonce officiellement qu'elle met fin à sa campagne armée et qu'elle aura désormais recours à des moyens pacifiques et non plus à la violence pour atteindre ses objectifs. Mais des attentats et un meurtre en 2015 ont révélé qu'une partie de l'IRA provisoire existait toujours et était encore active. Donc les héritiers un peu romantiques, là. Ouais, romantiques, fanatiques, je dirais peut-être. Jusqu'à tout récemment, là, il y a à peine quelques semaines, il y a des colis suspects qui ont été aussi revendiqués par l'IRA à Édimbourg et à Londres notamment, ce qui inquiète la population. Puis, c'est-à-dire qu'il y a encore des extrémistes qui agissent. Ils sont probablement très peu nombreux, mais ils sont tout de même là. Puis avec le Brexit, l'Irlande craint le retour des violences, puis craint le retour des frontières. Donc l'IRA, c'est aussi une menace qui pèse un petit peu dans l'ombre de tout ça. Alors, je conclurai tout simplement en disant que l'IRA, ce fut d'abord une organisation qui était vouée à la réalisation de l'indépendance et de l'unité de l'Irlande, alors opprimée par l'Angleterre. Le mouvement va survivre à travers des radicaux extrémistes, puis elle va donner lieu à beaucoup de violence et de misère. Et l'IRA va survivre également à travers l'imaginaire collectif. On peut les voir dans toutes sortes de séries populaires. Là, on peut penser à The Sons of Anarchy ou encore les Peaky Blinders, où il y a des membres de l'IRA qui font des deals d'armes à feu par-ci par-là. Donc c'est une espèce de petit référent ouais. de leur petit stratagème pour avoir totalement un arsenal. Puis en fait, je pense qu'on a le temps pour une petite question, puis je me l'accorde. Dans le fond, tu nous parlais des deux comtés qui sont catholiques. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient fidèles à la couronne britannique ou parce que c'était une erreur d'arpentage? Je regarde. Leur roman était mal installé. C'est ça. Non, en fait, à la base, l'Irlande du Nord avait 9 comtés. On va lui en retirer 3. Puis, quand on va arriver pour signer le traité, on va également essayer de retirer ces 2 comtés-là catholiques de l'Irlande du Nord. Mais 4 comtés, ça fait pas une très grosse force, là. Fait qu'on va les laisser rattachés à l'Irlande du Nord sans nécessairement qu'il y ait l'accord là, de ces catholiques-là, des personnes qui vivent dans ces 2 régions-là. C'est dans le fond, la République a fait le choix de dire, bon, on va choisir nos combats différents. Puis... oui, mais en fait, avec la guerre d'indépendance puis la guerre civile qui va s'en suivre, ça va pas vraiment leur donner le choix de se poser les questions sur la question de la partition de l'île. Puis ça va passer un petit peu en second jusqu'à la fin de la guerre. Bon, super. Merci beaucoup, Vicky. Là, on va passer en musique avec Marie-Laurence. Et oui, on retourne en musique avec la chanson Westcott de Les Louanges. Tu dis que t'as toujours eu peur que le monde proche de toi vire de part. C'est drôle, moi j'ai toujours planifié ma sortie, prochain départ. Des visions assez différentes, peut-être le même manque de confiance quelque part. Des ans passés sous le même toit, on serait dû pour un talk, me semble. Parti pour la gloire, un Westcott entre les mains, mes capes d'acier chaussées, pour mettre du pain dans le piggy bank. Les gars disent pas grand chose, ça chiale c'est tout pis rien. Moi je vais des gros trocs et sur le manger demain matin, j'espère que je ferai pas ça l'an prochain. Cerné pour une coupe de scène, break up dans la tête. No offense, mais là je m'en ressemble, mais vraiment pas. Peut-être, je sais pas. Y'en a qui s'en viennent, y'en a qui s'en passent. Les moins bonnes journées stall, faut juste les tasser. Là on a l'air de brûler comme ça, je peux pas. Je sais, je suis pas le premier ni le plus à pleurer, mais reste côté tout des gars, je commence à me faire chier. Faut juste que je me trouve une poque, je te jure, moi c'est carré. Y'en a qui s'en viennent, y'en a qui sont passés. Les moins bonnes journées stall, faut juste les tasser. Là on a l'air de brûler comme ça, je peux pas. Je sais, je suis pas le premier, mais le plus à pleurer. Mais reste qu'au tout des gars, je commence à me faire chier. Faut juste que je me trouve une poque, je te jure, moi c'est carré. Je te jure, moi c'est carré. Tu parles trop, mais moi je parle pas. Une coupe de mots, puis moi je m'emporte. J'ai mis ce rôle de mettre mes affaires pogne. Le code sur le dos, le baluchon n'emporte. Hier les fils sont touchés, l'appart a encore sauté. Les assurances sont à plus pareil, sont à ne payer, pas de surprise. On l'a vu venir, bah ouais.
Newsflash, t'as tout juste 22 ans. La vie de petit adulte, ben ce sera pas pour maintenant. Tu peux bien te nourrir au can puis au dinner craft. Ta blonde elle va comprendre t'es pas à ta place. Puis les bottes à cap, t'écriras dans ton sac. Une coupe de Colgate, puis après tu scrambes. La vie continue de courir, là il faut que t'as rattrapes. Sauf un coup dans cassette, puis le bel se start. Et moi bonne journée star, faut juste se tasser. Là on a l'air de bêta, brûlé comme ça, je peux pas. Je sais que je suis pas le premier, il veut plus à pleurer. Mais reste qu'au détour, et là je commence à me faire chier. Faut juste que je trouve une poche, et je me scorer. Y'en a qui sont bien, y'en a qui sont passés. Et moi bonne journée star, faut juste se tasser. Là on a l'air de bêta, brûlé comme ça, je peux pas. Je sais que je suis pas le premier. Donc, de retour à Histoire de passer le temps avec Gabriel Thériault au micro. Puis il y avait Vicky, je pense, qui voulait faire une petite confession avant qu'on continue. J'ai inventé un nouveau mot, continue. Dans la même lancée, moi aussi, j'ai inventé un mot, ça a l'air répressé. Donc, des gens victimes de répression, vous pouvez ajuster ça à vos dictionnaires personnels. Donc, c'est un mot qui n'existe pas. C'est pas un mot qui existe. Ah, c'est réprimé. Merci. Répressé. On va arrêter de continuer de dire réprimage. Puis, en fait, on va continuer avec la dernière chronique d'aujourd'hui avec Sabrina Groteau-Drouin qui nous parle d'un sujet qui est très sensible, le véganisme. Oui, merci Gabrielle. Bonjour à toutes et à tous. Comme on l'a dit, là, aujourd'hui, je m'entretiens avec vous sur un sujet qui sort quand même considérablement de ma zone de confort. Oui, en effet. Puis de mes recherches habituelles par le fait même, mais qui suscite grandement mon intérêt au quotidien. D'abord, le 20 mars dernier avait lieu la Journée internationale sans viande, établie en 1985 par l'association états-unienne Farm, qui milite pour une alimentation sans viande et se propose également de lutter pour le respect des animaux, la préservation de la planète et l'amélioration de la santé humaine en général. Cette journée-là, en fait, montre l'intérêt, mais plus particulièrement la reconnaissance grandissante des modes de vie axés sur les végétaux, et ce, partout dans le monde. Végétarien, végétalien, herbivore, vegan, peu importe son appellation et sa concordance à un différent mode de vie, ce sont tous des termes que l'on entend beaucoup. Quand même assez récemment dans les médias parler aussi. Récemment dans sujet, les médias, exactement. C'est chaud en ce moment. Ouais, on en parlait tantôt puis on était tous pas d'accord. C'est chaud, mais c'est pas nouveau. Non, c'est effectivement pas nouveau. On va le voir dans cette chronique-ci. On en entend parler en bien, particulièrement en mal, par ses adhérents, mais surtout ses opposants. Ce qui est sûr, c'est que par ailleurs, en 2015, on voit le mot véganisme faire son apparition dans les dictionnaires de langue française. C'est quand même ça assez récent. Mais considérant tout ça, qu'est-ce qui explique en fait tout cet émoi envers ces modes de vie et comment se présentent ces phénomènes dans l'histoire. Donc, c'est un peu ça que je vais tenter là, au meilleur de mes capacités de démystifier, c'est un projet d'envergure, de démystifier avec vous là, durant cette chronique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même définir quelques termes qui seront primordiaux pour bien comprendre. Il s'agit en fait de faire la différence entre ce que j'entends par végétarien, végétalien et vegan. Parce que c'est pas interchangeable, hein, c'est ça? Pas nécessairement, non. Lorsque je parlerai de végétarien, il serait question d'une personne qui consomme des végétaux, des œufs, du lait et du miel, mais aucune viande d'animaux terrestres ou marins. Cependant, il y a quand même une partie d'entre eux qui continuent à consommer du poisson et des fruits de mer. Du côté des végétaliens, c'est plutôt des individus qui consomment uniquement des végétaux, donc ni viande ni sous-produits d'animaux terrestres ou marins. Le miel est toutefois un sujet à débat là, dans la diète végétalienne. Finalement, pour les véganes, en plus d'être végétaliens, ils n'utilisent aucun produit d'origine ou d'exploitation animale sous toutes ses formes, donc ni cuir, ni laine, ni fourrure, ni cire d'abeille, ni produits testés sur les animaux, on a compris, etc. C'est un choix de vie quand même assez complet. C'est un choix de vie, c'est un mode de vie, c'est... Il y en a certains qui vont même dire une idéologie, si on veut. Moi, je trouve que le mot est un peu fort, mais bref. Je me permets d'ajouter un dernier élément actuel qui est en fait quelles sont les raisons
Et les principales revendications des véganes dans la légitimation de leur mode de vie, d'abord, il y a pour cause éthique la reconnaissance des droits des animaux et la fin de leur exploitation par l'humain. Aussi pour des motifs environnementaux et de santé. Fait à noter que c'est pas tout le monde qui est végane au même degré et que les motifs restent surtout personnels à chacun. Chose certaine, la cause animale est au cœur de chaque adhérent. Ça, chaque personne va aussi à son rythme, un peu à la carte, j'imagine. Oui, exact. Souvent, c'est dans l'évolution. Est-ce que ça inclut aussi la domestication chien, chat, oiseau? En fait, il y en a certains qui vont même refuser d'avoir des animaux de compagnie. Disant en fait que c'est un peu de les mettre à l'esclavage, si on veut, là, ce compagnonnage animal-là. Les mettre à notre pas, finalement. On rentre un peu dans l'antispécisme là, avec toutes ces questions-là aussi. Oui, vraiment. Ce qui m'amène, en fait, à parler de comment on voit son apparition. On va voir, en fait, les premières resurgences des questions, en fait, des végétariens ou végétaliens au 19e siècle, dans les premières tentatives d'affirmation. On peut voir en 1874, par exemple, paraître à New York le premier livre de cuisine végétalienne. Ça, c'est intéressant. On pourrait croire que c'est vraiment récent, tu sais. Oui. Ouais. C'est quand même une surprise. Mais cet exemple-là, il est pas pratique courante. Par contre, il va falloir attendre le début du 20e siècle pour que davantage d'initiatives se manifestent. À ce moment-là, il n'y a pas nécessairement non plus de distinction entre végétariens et végétaliens. Semblerait-il, en fait, que ceux qui se réclament végétariens étaient avant tout végétaliens, donc sans produit animal. C'est avec la montée, en fait, des études sur l'alimentation puis la création de nouvelles diètes que se transforme la signification initiale du terme. C'est pour cette raison-là, en fait, que l'anglais Donald Watson décide en 1944 de réunir plusieurs autres végétariens qu'il connaît, qui vivent, en fait, sans produits animaliers pour discuter des enjeux qui est liés non seulement au régime, mais aussi au style de vie, puisque l'appellation végétarien ne correspond plus à l'avancée que connaît la cause à ce moment-là, selon eux. Il fait la création d'un nouveau terme, le terme vegan. La même année, ceux-ci vont fonder la Vegan Society, qui est la première société à défendre le véganisme, et pas uniquement au niveau alimentaire, mais également comme pratique sociale aux enjeux politiques. Dès 1951, ils affirment sans nuance que la doctrine du véganisme signifie un mode de vie sans exploitation animale. Donc, c'est dit d'entrée de jeu que ça va être ça, la mission première du nouveau terme là, qu'on a inventé quelques années auparavant. Pour la petite histoire, Donald Watson est décédé en 2005 à l'âge de 95 ans. Après 80 ans de végétarisme quand même et 60 ans de végétalisme. Ça veut dire qu'il a mangé de la viande pendant comme 15 ans puis il n'y avait aucune ride quand il est décédé, c'est ça? En fait, quand on le voit sur des photos maintenant, on le voit toujours âgé de ses 90 ans en faisant du hiking. Donc, il faut croire que ce fut un mode de vie qui lui a réussi au final. Oui. Plus récemment, en 2012, plusieurs scientifiques, parmi lesquels des chercheurs en éthologie, ont signé un manifeste officiel pour la reconnaissance de la conscience animale. La déclaration de conscience des animaux conclut que, en fait, les humains ne sont pas les seuls à posséder les substrats neurologiques qui produisent la conscience. Les animaux non humains, soit tous les mammifères, les oiseaux et de nombreuses autres créatures, comme par exemple les poulpes qui sont mentionnées, possèdent aussi ces substrats neurologiques. Cette déclaration est alors venue appuyer des études sur les animaux qui révélaient ces caractères-là dès le début du 20e, mais qui avaient été marginalisés par les différentes conceptions de la nature depuis même ses premières réflexions dans le monde antique. Un aspect qui explique également la naissance du véganisme, c'est la transformation des sensibilités humaines. En fait, la sensibilité animale naît, selon plusieurs chercheurs, de la raréfication des contacts avec les animaux. Pour le cas des pays occidentaux, notamment au 18e siècle, c'est plus des 3/4 de la population qui pratique l'agriculture et l'élevage. On avait les animaux dans nos cours, finalement. Exactement. C'était vraiment une relation constante avec ces animaux-là. En revanche, dès qu'on entame, le 20e siècle, les chiffres baissent considérablement, environ 50%.
L'industrialisation apparaît, selon les chercheurs qui ont étudié le phénomène, comme la principale responsable de la diminution des contacts avec les animaux d'élevage, mais s'accompagne aussi de la fin d'un rapport de proximité avec l'animal, donc comme on a mentionné. Puis la vie urbaine aussi, les gens, ils ont pu... C'est aussi l'hygiène, j'imagine, et les courants hygiénistes, donc oui, exactement. les abattoirs en ville, c'était pas l'idéal pour la propreté. Exact. Entièrement. L'association entre les morceaux de viande achetés en commerce et l'animal est peu à peu distorsionnée. En fait, cette sensibilité-là à l'endroit d'autres êtres vivants que les humains n'est pas nouvelle au véganisme ou au 20e siècle par ailleurs. Elle semble s'enclencher il y a des milliers d'années, selon plusieurs chercheurs. Ah ouais, tant que ça. Oui, en fait, selon notamment des chercheurs en philosophie, on peut voir ces concepts dans les Métamorphoses du poète latin Ovide, poèmes qui ont plus de 2000 ans en fait. On montre que manger un être correspond directement à de la bestialité. On peut lire dans les premières lignes, et là je vais vous en faire la lecture. « Abstenez-vous, mortels, de souiller vos corps de mets abominables. Vous avez les céréales, vous avez les fruits, dont le poids fait courber les branches et sur les vignes les raisins gonflés de jus. Vous avez des plantes savoureuses et d'autres que la flamme peut rendre douces et tendres. On y lit un peu plus loin, la terre prodigue de ses trésors vous fournit des aliments délicieux. Elle vous offre des mets qui ne sont pas payés par le meurtre et le sang. Ce sont les bêtes qui assouvissent leur faim avec de la chair, et encore pas toutes, car les chevaux, les moutons et les bœufs se nourrissent d'herbes. Il y a que des animaux d'une nature cruelle et féroce, les tigres d'Arménie, les lions toujours en fureur, les loups, les ours, qui aiment une nourriture ensanglantée. On remarque en fait que ce genre de discours est tout à fait répandu là, chez ceux qui ont étudié notamment ce poète-là, mais aussi les pythagoriciens. On s'en sert d'ailleurs parfois là, pour appuyer les idéaux des véganes aujourd'hui, puisque celui-ci est interprété là, par ceux qui l'ont étudié, en fait, comme prônant un certain végétarisme. Mais ça, c'est de l'interprétation. Il aurait pu écrire des slogans pour PETA. Hein? Oui, exact. On va reprendre le poème, OK, on modifie tout. Ce que l'on comprend, par contre, c'est que le régime végétarien est d'abord associé dans ses écrits antiques à une distinction avec le monde animal, preuve d'une rationalité supérieure de l'humain sur l'animal, donc certainement moins éthique. Cette séparation nature-culture, comme qu'il y a toujours eu. Exactement. Pas nécessairement là, pour sa protection comme aujourd'hui. Il faut cependant avouer que la catégorie végétale de l'alimentation a peu été étudiée par les historiens, en fait par les sciences sociales en général. Ce n'est que très récemment, là, vers la fin du 20e siècle, dans les années 80 et 90, que commence à être étudié le végétarisme au sens large, donc incluant la catégorie sans produits animaliers. Par un grand nombre là, de chercheurs, mais plus en philosophie, psychologie, sociologie, même un peu en politique, mais pas vraiment en histoire. Pourtant, cette pratique alimentaire n'est pas nouvelle, comme on l'a vu au 20e siècle, et nous disposons quand même de quelques exemples de chercheurs qui s'y intéresseront de manière tout à fait marginale avant le 20e siècle. En effet, dans une thèse de 1880 sur l'alimentation végétale, on soutient que la production de viande représente une mauvaise gestion du potentiel agricole et qu'une production de céréales, de légumes et de fruits sera en mesure de soutenir une population 12 fois plus considérable pour la même surface. Ces arguments-là sont à la fois humanistes, environnementaux et anti-gaspillage là, aux fins de cette étude-là. Donc, ça existe depuis un certain temps, mais ça va faire résonance seulement 100 ans plus tard, dans les années 80, alors que plusieurs scientifiques mettent de l'avant l'accroissement constant de la production laitière, de viande et d'œufs. Ça va beaucoup inquiéter parce qu'ils utilisent de plus en plus des méthodes industrielles et productives qui entraînent, selon eux, un épuisement de la vie microbienne des sols, notamment causé par l'agriculture intensive et l'installation de zones de contamination par la forte présence, la forte concentration d'animaux au même endroit. C'est ça, les miasmes, après ça sont dans les rivières, etc. Puis, exact. On note également dans les mêmes rapports un assèchement des nappes phréatiques et une très forte diminution de la biodiversité. Les études qui affirment des propos similaires ne cessent de se multiplier depuis, provoquant la montée en popularité de ce mode de vie de plus en plus pour ses vertus sur l'environnement, comme on a déjà bien établi le côté éthique de la chose.
Ce bref horizon, passant de la naissance du terme à son étude par les scientifiques, nous permet de constater tout de même un certain nombre de changements, soutenu également par les travaux de Marianne Selka, docteur en sociologie, ce qui est d'abord une forme d'activisme éthique et maintenant un mode de vie qui touche plusieurs facettes. Avec l'essor de l'éthologie, que j'ai déjà mentionné, qui est en fait la science des comportements des espèces animales, on affirme de plus en plus la sensibilité et l'intelligence. Fait que ça, c'est chose faite. Ouais. Toujours selon la docteure, on assiste depuis plusieurs années à un retour des passions et de l'émotion qui prime sur la rationalité. Avec les médias de masse, c'est apparu une passion pour les images, surtout les images chocs, et ce sera d'ailleurs une des tactiques des militants pour la cause animale que de montrer, révéler, vraiment exposer les conditions les atrocités, de vie les abattoirs, puis ça reste dans l'imaginaire. Là. Ouais. Exactement. Plusieurs critiques se font d'ailleurs au sein du mouvement. C'est un mouvement qui se tient pas tout à fait. Là. Il y a quand même des controverses et tout. Il y a différentes pratiques, comme aussi je l'ai mentionné. Par sa montée en popularité, il y en a qui vont dire que en fait, il aurait récupéré le système qui dénonçait à la base. Le véganisme commence donc à se transformer peu à peu. Pour que, en fait, ces nouvelles pratiques-là soient de plus en plus acceptées et adhérées. Donc là, je vais conclure. En fait, qu'on soit pour ou contre le véganisme, force est d'admettre que ce phénomène, et par le fait même son histoire, ne laisse personne indifférent. J'ai tenté de montrer les principales caractéristiques de cette histoire, mais je me suis rendu compte que c'était quand même plus compliqué que qu'est-ce que je pensais. Mais il reste aussi à écrire, elle reste à complexifier par les chercheurs qui vont s'y intéresser. J'ai présenté quelques bribes de son histoire qui est plus occidentale, la manière que je l'ai présentée, mais j'aurais aimé aussi avoir le temps de parler notamment des revendications des militants dans l'espace public, mais aussi de la situation au Québec. Mais ce sera peut-être pour une autre chronique, qui sait, chose certaine. La question est actuellement au bout des lèvres. Le véganisme a un passé plus riche qu'on pourrait le croire finalement. Ben, c'est très intéressant. Merci Sabrina. En fait, on connaît pas beaucoup d'histoire de nos régimes alimentaires. Il y a quand même quelques historiens d'alimentation qui s'intéressent à comment nos grands-mères faisaient à manger, là, mais on s'est pas vraiment posé la question sur divers régimes, là, etc. Puis en fait, ça gagne à être diffusé davantage. Puis en fait, avant qu'on se quitte, la semaine prochaine, donc c'est du mercredi 27 mars au vendredi 28 mars, aura lieu le colloque Jean-Marie Fecteau. Ça, c'est un événement qui est organisé par les étudiants et étudiantes du département d'histoire de l'UQAM. On va retrouver également Vicky, qui va présenter quelques de ses résultats issus de son mémoire. Donc ça va être à partir de 10h le matin. Je crois que t'es la première à passer, c'est ça? Oui. Ok, tu vas ouvrir le bal, tant mieux. Puis dans le fond, c'est le mercredi matin. Le local situé à l'UQAM est le D-R200. Donc on vous invite à venir en grand nombre. Et puis aussi, il va y avoir pas le lancement, mais la célébration du premier anniversaire de la revue HIS. Donc il va être en clôture de l'événement. Donc c'est à 5h le vendredi, c'est ça? Oui, exactement. Suivi d'un vin fromage. Ça va être bien festif. Joignez-vous à nous. Au même endroit que le colloque. Est-ce qu'il va y avoir du fromage vegan? On travaille là-dessus. Ah, super. Puis en fait, je remercie finalement Jérémy, Vicky, Sabrina et Marie-Laurence pour leurs belles histoires, et vous pouvez nous réécouter en vidéo sur Facebook et en podcast via iTunes, choc.ca, Spotify, et on se retrouve la semaine prochaine, vendredi dès 16h, et je souhaite une bonne fin de semaine. Merci, bye bye. Merci Gab. C'était C'était pire, ça remplit.